Emploi. J'approche l'annonce. D'ici quelques instants, nous allons parler emploi pendant 1 heure, puisque c'est une thématique qui était au cœur de cette campagne électorale. Nous allons en parler d'abord sous le côté de l'entreprise, et puis nous évoquerons plus particulièrement les travailleurs détachés, le SMIC européen et d'autres choses. Mais il est 20 heures sur Radio Nantes et sur Fidélité. Et Anthony, nous avons les chiffres. Oui, alors les principaux chiffres pour l'instant, c'est ceux de l'abstention et de la participation. Nous vous le rappelons, nous ne pouvons pas vous donner avant 23 heures des chiffres français. En revanche, les chiffres européens, là, on peut commencer à les donner. On va commencer justement sur le taux de participation en Europe. Arnaud Leclerc, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Nantes. Globalement, la participation est meilleure qu'en 2009 sur la plupart des pays européens. La participation est meilleure, mais l'Europe est une terre de contraste. Elle l'était déjà en 2009. Rappelez-vous que d'un côté, la Belgique avait voté à 90%, mais le vote est obligatoire. Et de l'autre côté, la Slovaquie avait au contraire s'était abstenue à 81,5%. Eh bien, on va retrouver une situation de ce type-là ce soir, et le contraste est vraiment en train même de s'accroître, puisque par exemple en Slovaquie, la participation est encore plus faible cette fois-ci. On arrive à un taux d'abstention de 87%. Et à l'inverse, on a évidemment des pays pour lesquels le taux de participation est beaucoup plus élevé. On voit qu'il y a 3 groupes de pays. Toute l'Europe de l'Est a une participation qui est de l'ordre de 1 électeur sur 3, voire moins. Et dans toute l'Europe de l'Est, l'abstention s'accroît. Ensuite, on a toute l'Europe, je dirais, historique, les grands pays, qui ont, eux, une abstention un peu plus de 1 sur 2. On voit 42% à peu près en France de participation, 44% en Italie, 48% en Allemagne, mais chaque fois ça s'accroît, plus 2 points à peu près pour la France, plus 5 points en Allemagne, c'est pas neutre. Et puis évidemment, on a un troisième groupe de pays un peu différents qui ont des participations supérieures, et là il faut pour l'instant, la Palme d'Or revient à Malte qui a 74%, et quand je disais que c'est une terre de contraste, 74% de participation. à Malte, mais chiffre qui est juste à côté ne fait que 42%, donc Comme quoi c'est très sociologique tout ça. Et en France, on a sensiblement quelque chose d'identique, c'est-à-dire qu'on a quand même des écarts de participation assez importants. Ouais. On savait que la façade ouest de la France est plus civique pour des raisons historiques, de poids des traditions culturelles, notamment du catholicisme, qui impacte une norme civique plus forte. Et on voit bien effectivement que le centre, la région nord-ouest et la région ouest sont les 3 régions qui ont beaucoup plus voté, et à l'inverse, Île-de-France et Sud-Est, y compris l'Est également, sont les régions les moins civiques. Selon les instituts de sondage, en France, on devrait avoir normalement une abstention finale entre 56 et 58%, c'est-à-dire légèrement inférieure à 2009 quand même. Hein. À peu près 2 points de plus, peut-être 3 points de plus, voilà, c'est à peu près participation. Sur l'Ouest en particulier, on a pas mal voté, enfin je dis quand pas mal, c'est par rapport à 2009, pas par rapport aux élections municipales ou présidentielles évidemment. Oui, alors c'est plutôt mieux qu'attendu si on tient compte des sondages. C'est un peu mieux qu'en 2009, mais il faut se rappeler que 2009 était une situation très haute d'abstention, historiquement extraordinaire, et donc on rattrape un peu du retard, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà pour les chiffres. Pour les analyses politiques, ce sera à partir de 22 heures ici à Cosmopolis. Mais passons à une autre thématique très importante, évidemment, pour les Européens, c'est l'emploi. C'est l'emploi et c'est l'entrepreneuriat. Nous avons 2 entrepreneurs pour le prix d'un ce soir ici à Cosmopolis. Alors, je vais vous présenter tous les 2. Nous avons Jean-François Simon. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie d'une entreprise qui s'appelle AIA Management. AIA, et vous-même, vous êtes un des managers de cette entreprise qui s'occupe notamment... Bon, nous sommes spécialisés dans l'architecture et l'ingénierie, particulièrement de bâtiments hospitaliers. Et de l'autre côté, nous avons Yann Trichard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc à la tête d'une entreprise d'informatique, mais vous êtes également le président du Centre des jeunes dirigeants de Nantes. Vous êtes également délégué national pour ce centre. Absolument. Alors, ce qu'on a envie de vous demander tout d'abord, c'est de savoir, est-ce que oui ou non, vous avez envie ou vous avez le besoin de travailler avec des partenaires européens? Yann Trichard. Je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu complètement indispensable de se mettre dans une époque de globalisation. On est obligé de travailler à minima avec l'Europe pour pouvoir affronter mieux le reste du monde dans une économie qui est un petit peu complexe en ce moment. Est-ce que votre entreprise d'informatique s'est exportée aussi à l'étranger ou c'est simplement de l'échange avec des partenaires? Simplement, tout est relatif, hein, bien sûr.
Oui, non, simplement, on travaille beaucoup en accompagnant nos clients français à l'étranger et donc avec des partenaires européens et internationaux. Du côté de la Commission européenne, on dit qu'une entreprise sur deux fait faillite au cours des 5 premières années. Jean-François Simon, pour vous, quelle est la principale difficulté aujourd'hui si on veut se lancer? Une des principales difficultés pour se lancer dans une entreprise aujourd'hui, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit d'abord trouver une idée innovante. En même temps, il doit être quelqu'un qui doit être un très bon gestionnaire. Il doit aller à la recherche de solutions bancaires. Il doit en même temps être un responsable RH. Il doit multiplier un certain nombre de compétences et c'est pas facile. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'une entreprise soit bien accompagnée. Et il existe notamment à Nantes des réseaux comme le réseau Entreprendre qui permettent d'accompagner ces entreprises et de donner des appuis qui, à mon avis, permettent aux entreprises de plus facilement se développer et de passer ce cap qui est extrêmement fragile des 5 premières années. Vous dites avoir une idée innovante, le fait d'être aujourd'hui 28 États membres au sein d'une même union, ça veut dire qu'il y a aussi plus de cerveaux et donc c'est encore plus difficile qu'avant de trouver une idée un peu particulière, un peu originale, innovante? Ben, je crois pas. Au contraire, les possibilités qu'offre l'Europe et notamment les possibilités qu'offre le numérique ont permis à des jeunes entrepreneurs de faire des réussites extraordinaires en 4 ans, alors qu'il fallait plus d'un siècle pour créer un empire industriel il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on vit une époque formidable, mais je crois que ce taux et cette statistique d'une entreprise sur 2 qui s'arrête au bout de 5 ans, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est plutôt quelque chose qui existe depuis longtemps. Yann Trichard, on le disait, vous êtes à la tête du Centre des jeunes dirigeants de Nantes. Est-ce qu'il y a moins de jeunes qui osent se lancer qu'avant en 2014? Je crois pas. Je crois qu'il y a eu un léger ralentissement il y a quelques années et là ça reprend vraiment très fort parce que les gens ont envie, et je crois que l'ère numérique est là pour ça. L'Europe pousse à ce que les jeunes s'investissent et le monde est ouvert, donc je crois que les jeunes repartent. C'est pas pour ça que c'est simple. On parlait de réseau d'accompagnement, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise en fait partie, réseau Entreprendre aussi pour accompagner. Le tout c'est de ne pas être seul. Aujourd'hui, est-ce que relancer l'emploi, ça passe forcément par l'entrepreneuriat au niveau de l'Union européenne? Là c'est sûr, au moins il y a un truc qui est certain, c'est que les emplois aujourd'hui, pour prendre la France, 70,5% de l'emploi salarié est dans les PME, donc l'avenir de l'emploi est dans les entreprises bien sûr, et donc il faut évidemment favoriser ça, et la collaboration européenne, parce que c'est dans la collaboration européenne qu'au lieu de se concurrencer, on peut construire des choses qui soient plus solides pour affronter la Chine, l'Inde ou les États-Unis. Et ça veut dire aussi une culture de l'entreprise à 28? On a l'impression que les cultures de l'entreprise peuvent être aussi un petit peu différentes en fonction des États membres. Oui, en fait, je crois pas. Je crois que vous savez, il n'y a qu'une seule culture d'entrepreneur dans le monde. C'est quand on entreprend, on est un entrepreneur et il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de façon d'entreprendre différente. Non, il y a des législations qui sont différentes, il y a des environnements qui sont différents, mais il n'y a que des entrepreneurs. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont l'entrepreneuriat a été abordé par le Parlement européen au cours de ces dernières années, par l'Union européenne de manière plus générale? Yann Trichard? Oui, je crois que dans les éléments qui pourraient faire peur dans l'Europe, c'est celui, par exemple, on parle de dumping social. Donc on se dit peut-être certaines entreprises qui viennent en particulier des pays plutôt de l'Est de l'Europe, pourraient venir faire du dumping en France, en particulier dans le bâtiment. Il y a eu des dispositions qui ont évolué dans ce sens-là pour faire en sorte que la législation applicable soit celle du pays, même si les salaires sont toujours payés, même si c'est dans le pays où ils viennent travailler, avec les charges qui correspondent à l'État dont ils font partie. N'empêche que ce sont des progrès et qu'à un moment donné, l'harmonisation européenne vient, y compris au niveau des salaires, puisque en venant travailler, en gagnant plus, on envoie plus d'argent dans les pays qui en avaient moins, et tout ça fait que progressivement, année après année, ça se stabilise pour le mieux et pour l'emploi global. On y reviendra d'ailleurs avec Jean-Christophe Barbato. Une dernière question à tous les deux. L'Union européenne estime qu'il y a 2 défis majeurs aussi par rapport à l'avenir et aux années à venir. C'est le numérique et l'entreprise sociale. Du côté de AIA, vous avez cette impression-là? Oui, aujourd'hui, le numérique est partout. C'est-à-dire que c'est plus un défi, c'est déjà une réalité. Nous sommes dans une 3e révolution
industrielle. Aujourd'hui, le monde est effectivement en train de changer, et plutôt que de parler de crise, on y voit plutôt une opportunité. Dans nos métiers aussi, ça change. On assiste aujourd'hui à la mise en place de maquettes numériques, à la construction d'une certaine unité de réalisation de nos projets, qui effectivement s'effectue à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, pour plus de développement européen, ce qui est important, c'est qu'on ait une harmonisation globale des normes, puisqu'effectivement, on travaille pas encore de la même façon en France que dans d'autres pays européens. Et ça, c'est une formidable opportunité pour l'avenir. Merci beaucoup, Jean-François Simon. Vous vouliez dire un dernier mot, peut-être, Yann Trichard, par rapport aux deux défis? Non, je crois que ce qui est surtout important, c'est que les auditeurs se disent oui, c'est possible d'entreprendre en Europe aujourd'hui, en France et en Europe, et allez-y, créez de l'emploi, créez vos entreprises, jetez-vous et faites-vous accompagner, ça c'est très important. Merci beaucoup Yann Trichard, merci beaucoup Jean-François Simon. Anthony, juste avant de passer au dernier chiffre, je vous propose qu'on aille du côté de la Slovénie, puisque Nenad Miscevic est avec nous au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie politique à l'université de Maribor. Alors, un aspect qu'on n'a pas encore... Je fais de la philosophie politique, oui. D'accord, vous faites de la philosophie politique. Il y a un aspect qu'a vaguement évoqué Arnaud Leclerc, c'est le fait de dire que législatives et européennes parfois coïncident avec des résultats qui sont parfois de près ou de loin similaires. Les Slovènes vont voter justement pour leur gouvernement d'ici quelques semaines. Quel regard les Slovènes portent-ils sur l'Europe? Est-ce que du coup ils ont été désintéressés par ce scrutin? Dans ce moment, cette crise économique qui a fait que les gens ont perdu un peu l'intérêt pour l'Union européenne, et que bien sûr le vote reflète mieux, plutôt il reflète la popularité des partis à l'intérieur de la Slovénie, il reflète les rapports à l'intérieur du pays plutôt qu'une attitude générale du problème européen. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on a à ce moment, c'est les résultats des conflits intérieurs en Slovénie. Alors, comme probablement vous savez, d'après le premier résultat, il semble que le grand vainqueur, c'est la droite. Et il y a une petite absurde, c'est-à-dire le parti de Janša, les démocrates slovènes, ils ont maintenant le plus grand nombre de députés, c'est-à-dire 3, comme un seul parti, et le chef du parti est en prison pour corruption. C'est-à-dire les gens votent pour une partie dont le chef est maintenant vraiment condamné en prison. En deuxième place, on a aussi une partie de centre-droite. La gauche, ce qu'on peut décrire comme clairement de gauche, il semble que peut-être c'est une députée en fait. Seulement la droite a gagné, et on verra est-ce que ça va se refléter aussi dans les élections législatives, voilà. Merci beaucoup Nenad Miscevic d'avoir été avec nous, et vous parliez des derniers résultats. D'ailleurs, Anthony, je pense que vous allez faire le point sur ces élections européennes, les derniers chiffres de votre côté. Oui, avec Arnaud Leclerc, professeur en sciences politiques à l'Université de Nantes, on va revenir, si vous le voulez bien, sur les estimations des instituts de sondage. Ce ne sont que des estimations. Nous donnerons évidemment les premiers résultats qu'à partir de 23 heures. En tête pour la France, d'après les estimations. Toutes les estimations sont concordantes, il y en a plusieurs, à la fois de l'Ipsos, de l'IFOP et Le Monde également a publié les siennes. Le Front National est en tête, et je dirais nettement plus qu'attendu, 25% minimum, 25 à 26%. Ça signifiera très vraisemblablement qu'un tiers des sièges fournis par la France au Parlement européen reviennent au Front National, une projection de moins 24 sièges pour le Front National. Le deuxième est l'UMP, suivront les estimations entre 20 et 21,8%. Là aussi, c'est convergent avec une estimation à peu
peu près à 19 sièges pour l'UMP. Là, une contre-performance assez forte du Parti socialiste, qui est chiffrée entre 13,9% et 15% suivant les estimations, et le Parti socialiste aurait donc à peu près 13 sièges. Les Verts font aux alentours de 9 à 10%, avec donc une estimation d'à peu près 6 sièges, et l'UDI fait à peu près 9%, avec une estimation donc du même nombre de sièges. Le Front de gauche, lui, a un chiffre attendu plus bas, aux alentours de 6%, et donc aurait à peu près 4 sièges. Ce ne sont que des estimations pour le moment par les instituts de sondage, donc réalisés à la sortie des urnes. On peut peut-être donner une information complémentaire qui concerne la circonscription ouest, pour laquelle c'est pas le même ordre, et c'est intéressant. La liste qui arriverait en tête, encore une fois, il s'agit d'une estimation, c'est l'UMP, avec 19,7%, 1,5 point devant le Front National, qui ferait 18,2, ce qui, pour la circonscription ouest, serait tout de même un score historiquement haut, et je dirais même presque incroyable. Le Parti socialiste ferait 16%, l'UDI ferait 13%, les écologistes 10,3%, ce qui est évidemment un score plus faible que celui qu'ils avaient fait en 2009. Donc selon les estimations, le Front National en tête en France, qui ne serait pas le cas, vous l'avez rappelé, dans d'autres pays européens, notamment en Autriche ou dans d'autres pays européens, où le Front National, ou en tout cas l'extrême droite, entre guillemets, remporterait pas autant de sièges qu'en France. Hein. En fait, c'est plutôt un phénomène assez français, effectivement. Alors, on n'a pas encore les chiffres pour l'Angleterre, et on verra si UKIP, de son côté, a un score élevé, mais c'est vrai qu'un peu partout, c'est plutôt la tendance inverse qui se dessine. On l'a vu en Hollande, où le parti PVV, finalement, est en recul assez fort, et n'a fait que 12%, alors qu'il avait jusqu'ici un score beaucoup plus haut, et il faisait partie de ces grands partis d'extrême droite qui envoyaient un nombre de députés important. Malgré tout, Obdoré fait 8 à 10% en Grèce apparemment, mais c'est plutôt une phase de... On peut pas dire qu'il y ait un phénomène massif, à part le cas français, et encore une fois sous réserve de ce qui va se passer en Angleterre. Donc les Français auraient voté sur l'actualité franco-française, si je comprends bien. Ah, ça c'est pas certain. En tous les cas, il sera difficile d'établir le sens exact de ce vote, il faut le dire tout de suite. Ce qui est certain, c'est que la répercussion sur l'image de la France à l'intérieur des institutions européennes sera, elle, évidemment immédiate. Et on peut même déjà dire que pour le poids de la France dans ces institutions, il y aura clairement une claque à attendre dans les semaines à venir. Analyse et commentaires à partir de 22h sur Radio Nantes et Fidélité avec nos invités politiques. Ce sera de 1h30, restez avec nous. Lauriane. Et nous continuons à parler d'emploi avec un autre invité, Jean-Christophe Barbato. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de droit public et on va revenir sur ce qu'on évoquait, la relance de l'emploi. Souvent, on entend parler de relance de l'emploi avec croissance et évidemment, ça rime tout ça avec déficit public. Alors, aujourd'hui, on entend dire que les États membres doivent répondre à un déficit public plus bas que 3%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on impute la faute à Bruxelles. Alors, concrètement, ces 3% de déficit public trouvent leur origine dans ce qu'on appelle les critères de Maastricht, c'est-à-dire que lorsque les États membres se sont mis d'accord pour avoir une monnaie commune, ils ont établi ensemble une forme de règlement de copropriété, puisqu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de réel gouvernement économique dans l'Union européenne, eh bien on s'est mis d'accord pour être régi selon des règles. Et parmi ces règles, il y a le fait que les États ne doivent pas dépasser 3% du déficit public, afin qu'un État ne fasse pas peser son déficit sur les autres États. Donc voilà l'origine de la règle. Il est clair que désormais c'est dénoncé par beaucoup comme étant un carcan beaucoup trop rigide. Mais quand on dit Bruxelles veut un déficit public de moins de 3%, en réalité derrière on est bien sur des États membres qui ont signé cet accord et qui se sont donc mis d'accord, on peut le dire, pour respecter cet accord. Alors j'évoquais une forme de règlement de copropriété, mais effectivement les copropriétaires ce sont les États et c'est les États qui sont à l'origine de ces règles et la Commission a été en quelque sorte, pour le dire assez simplement, mandatée par les États pour vérifier que ces règles sont effectivement appliquées. Mais la Commission elle-même n'a pas énormément de pouvoir, preuve en est que les États ont régulièrement violé ces règles. Donc effectivement de la part des États il y a une forme d'hypocrisie à dire que c'est Bruxelles qui leur demande de respecter cette limite des 3%, puisqu'en réalité c'est eux-mêmes qui ont posé ces règles et donc c'est eux-mêmes qui se sont imposés des règles. Est-ce qu'en fait ils ont eu un peu les yeux plus gros que le ventre et que ces 3% ils n'arrivent pas à les respecter, ils ne peuvent pas les respecter? Alors oui et non. Non, parce que lorsqu'on a mis en place ces critères au début des années 90, la moyenne de déficit des États était de 2%, donc 3% ça paraissait être quelque chose même d'assez élevé.
Maintenant, effectivement, c'est devenu quelque chose de relativement inatteignable parce que quasiment tous les États de l'Union européenne dépassent ces 3% de déficit public. De mémoire, actuellement, il n'y en a que 2 qui respectent ce critère, c'est la Finlande et le Luxembourg. Ça fait peu sur 28. Ça fait très peu, oui, effectivement. Faut-il se donner des objectifs si on sait qu'on va pas réussir à les atteindre? Alors ça, c'est une bonne question. Poser ces objectifs, on croyait qu'on allait les atteindre. On pensait que c'est des objectifs qui étaient effectivement tout à fait atteignables. Avec plusieurs crises économiques, celle de 2008, mais celle également du milieu fin des années 1990, eh bien, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas on réussissait plus à atteindre ces objectifs. Le problème qui s'est posé était de savoir si on devait ou non réviser ces objectifs. Réviser ces objectifs impliquait de mettre en cause la confiance que les investisseurs pouvaient avoir dans la monnaie unique et impliquait également de se mettre d'accord sur de nouveaux objectifs. Et finalement, on a préféré avoir une politique de l'autruche et se dire qu'on allait s'autoriser entre nous en quelque sorte des dépassements ponctuels, soi-disant ponctuels de ces 3%, et ces dépassements n'ont absolument pas été ponctuels. Aujourd'hui, est-ce que ces objectifs que l'on s'est fixés donnent des résultats positifs pour l'emploi en Europe, selon vous, ou est-ce qu'au contraire, ça a été un frein? Alors, c'est assez difficile à dire parce qu'il y a toujours une dialectique entre le déficit et la croissance, avec cette idée que si on a trop de déficit, on ne peut absolument pas investir pour avoir des politiques de croissance, se retrouvent pieds et poings liés. Et l'autre aspect de la dialectique consiste à dire que, eh bien, si on ne fait pas de déficit, on ne va pas pouvoir faire de croissance. Donc, c'est une question d'équilibre assez délicat. Moi, j'ai quand même l'impression, compte tenu des déficits de certains États et également de leur taux d'endettement, la politique d'austérité n'est pas complètement une erreur, moyennant quoi, ce qui pose, à mon sens, réellement problème, c'est que cette politique d'austérité n'est pas adossée à une politique de relance qui, elle, serait européenne. Et là-dessus, il y a une véritable responsabilité des États parce que les États ne souhaitent absolument pas doter l'Union européenne d'un budget qui soit autre que complètement ridicule. Actuellement, le budget de l'Union européenne, je crois que c'est à peine 1% du PIB de l'Union. Et donc, on s'est lié les mains nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas donné des instruments pour opérer une relance, tout en s'interdisant d'avoir un peu de déficit. Vous avez évoqué la monnaie unique, on va en parler avec notre invitée suivante qui est au téléphone. Il s'agit de Lucie Drechelova. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en République tchèque. Alors, il y a une nouveauté du côté de la République tchèque. C'est un nouveau parti qui s'est mis en place pour les élections européennes. Un parti qui refuse l'euro, la monnaie unique que vient d'évoquer Jean-Christophe Barbato. C'est la première fois. Vous avez l'impression que qu'est-ce qui peut expliquer la création de ce nouveau parti? Est-ce que c'est la crise, tout simplement? Je dirais juste qu'il y a plusieurs partis politiques qui refusent l'euro, mais le parti qui nous a le plus surpris, c'est pas le nouveau parti, c'est un parti qui est le plus ancien. Son existence date depuis 1993 et en fait c'est un ancien parti gouvernemental, parti civique-démocrate de droite libérale, qui a été fondé par l'eurosceptique notoire, le tchèque eurosceptique le plus connu, qui s'appelle Václav Klaus, donc ancien président du pays. Et en effet, comme vous avez mentionné, ils ont basé leur campagne électorale sur le refus de l'euro. Donc le slogan c'était contre l'euro, pour la couronne. Mais ce qui est intéressant, c'est j'ai entendu que vous avez mené un débat sur des critères économiques, mais là, en l'occurrence, la campagne, elle se base sur des critères culturels. On dit que les Tchèques sont profondément attachés à la couronne, et donc c'est ça la raison pourquoi il ne faudrait pas adopter l'euro. Ça voudrait dire une certaine forme de nostalgie après plusieurs années passées au sein de l'Union européenne? Ça pourrait être ça, mais en même temps, on a du mal à ne pas se comparer aux Slovaques qui ont adopté l'euro il y a déjà 5 ans de cela, et qui probablement, selon les sondages, s'en réjouissent. Donc, cet argument de attachement profond à la couronne, par quoi est-ce que ça s'explique? Je sais pas s'il y a j'aurais du mal à concevoir qu'il s'agit d'une exceptionnalité tchèque ou d'une nostalgie plus particulièrement prononcée. C'est plutôt une vague comme ça sur laquelle surfe ce parti, voilà. Est-ce que pour autant les Tchèques sont eurosceptiques? Alors, à quel point les Tchèques sont eurosceptiques, ça c'est vraiment difficile à mesurer, mais le discours dominant dans la sphère publique a été très largement eurosceptique, parce qu'il était notamment marqué par ce parti dont il a été question, qui était le parti gouvernemental entre 2010 et 2013. Donc je pense que la voix qui était la plus entendue de la République tchèque,
c'était l'euroscepticisme. Et donc, si c'est en train de changer avec le gouvernement actuel qui est en place depuis quelques mois, peut-être que l'opinion publique changerait aussi. Mais là, c'est vrai que dans les sondages, on s'attend pas à des résultats trop européens. Justement, qu'est-ce qui ressort là par rapport aux sorties des urnes, au niveau de, voilà, je sais pas, du taux de participation? On n'a pas des chiffres officiels évidemment, mais il y a quand même un indice qui pourrait nous dire quelque chose sur la participation, c'est qu'en même temps que les élections européennes, il y avait plusieurs référendums locaux qui se sont tenus en même temps, et pour que ces référendums soient valides, il faut au moins une participation de 35%. Et on sait que sur beaucoup d'endroits, ce taux n'a pas été atteint. Donc là, on peut dire qu'en République tchèque, le taux de participation sera inférieur à 35%. Voilà, donc on n'a pas de chiffres officiels exacts pour le moment. Merci beaucoup Lucie Drechelova d'avoir été avec nous sur Radio Nantes et sur Fidélité. Nous allons du côté de la Belgique avant de passer plus précisément à Bruxelles. Nous avons Michael Van Eekhout au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'institutions politiques belges et européennes à l'IEX, qui est une école de communication et de journalisme. Voilà, donc vous êtes professeur. Une petite question plus par rapport justement aux institutions. Justine Coran en parlait un petit peu plus tôt dans notre émission. Est-ce que finalement le président ou la présidente de la commission sera sorti des urnes? Alors, ce qui est certain, c'est que les électeurs européens vont donner un signal. Si je prends le traité et que je lis l'article 17, les cartes vont subtilement autrement. C'est-à-dire que le Conseil européen, composé des chefs d'État et de gouvernement, va simplement tenir compte des élections du Parlement européen. Donc dire qu'il y a une élection directe du président de la Commission, non. Est-ce que le Conseil européen doit en tenir compte? Non. Est-ce qu'il en tiendra compte? Ça, c'est plutôt une question politique. Je crois que ce serait difficile politique de ne pas choisir un des candidats qui s'est présenté, ou candidates, parce qu'il y a pas que des hommes. Mais donc, ici, en tout cas, à Bruxelles, on sent que le thème est passé un petit peu au second plan, vu qu'aujourd'hui, nous votions pas uniquement pour les européennes, mais également pour un scrutin régional et un scrutin fédéral. Permettez une question franco-française, mais vous avez peut-être entendu les premières estimations avec un Front National qui arrive en tête en France. Le regard porté par la Belgique sur cette information? Alors, il est encore trop tôt pour avoir des réactions. Et mon point de vue, évidemment, je suis plutôt europhile, mais j'ai regardé les premiers résultats des votes, non, pas les résultats du scrutin européen qui sont divulgués qu'à partir de 11 heures. Mais quand on analyse un petit peu les résultats du scrutin fédéral, on se rend compte que le parti eurosceptique NVA est de loin le premier parti en Flandre, et donc aura certainement un rôle à peser au niveau fédéral, et il est fort à parier que le vote soit plus ou moins identique pour le scrutin européen. Un parti qui est eurosceptique, il n'est pas de la même mouvance que le Front National, attention. Eurosceptique ne veut pas dire europhobe. Donc, nous, ce qu'on voit, pour reprendre votre question par rapport au Front National, on regarde ça avec des grands yeux en disant, bon, ça nous paraît, les solutions proposées par Madame Le Pen sont plus ou moins inacceptables parce qu'elles sont irréalisables et coûteraient beaucoup trop cher. Merci beaucoup, Michael Van Eekhout. Petite précision, jusqu'à présent, le NVA dont vous parlez, la Nieuwe Vlaamse Alliantie, siégeait avec les Verts au sein du même groupe politique. Il y aura certainement de nouvelles négociations pour le Parlement à venir.